Place de la Concorde, à 2 pas des Champs-Élysées. En journée, le chef Laurent Schneider concocte le menu gastronomique de l'ambassade américaine. Le soir, à ses heures perdues, il expérimente un tout autre univers culinaire. C'est la deuxième journée qui commence. Alors voilà, le matin, je travaille à l'ambassade des États-Unis où je fais plutôt de la nourriture, on va dire, classique. Et ce soir, j'ai un petit groupe qui vient pour déguster la cuisine aux insectes. Et j'espère qu'ils vont se laisser convaincre et apprécier ce que j'ai à leur faire découvrir. Ok, bon allez, c'est parti. La dégustation d'insectes va se dérouler dans une petite salle de la région parisienne. En quelques heures, le chef doit préparer un buffet singulier pour une vingtaine de personnes. Dans chacun de ses plats, il introduit ses ingrédients favoris. Laissez-moi vous présenter les stars de la soirée. Donc là, il y a les criquets qui sont là. Il y a les grillons qui sont un petit peu plus petits. Et tout petits sont les vers de farine. Moi, j'aimerais pas utiliser les insectes juste pour le plaisir de les utiliser. Ça n'aurait à mon avis aucun sens. L'intérêt, c'est quand les insectes vont apporter quelque chose gustativement et du côté nutritionnel. Le grillon, ça va avoir une note boisée, une note forestière, un peu céréalière, qui va parfaitement se marier avec le houmous. Bon voilà, la petite cerise sur le gâteau. Un criquet sur le houmous, des grillons dans la panna cotta de petits pois, une pluie de criquets dans la salade thaï. J'ai envie que les gens, idéalement, quand ils dégustent, ils sentent il y a un petit truc croustillant. Laurent puise son inspiration dans les recettes du monde entier. Chef pendant 30 ans dans des palaces internationaux, il a découvert en Asie ces petites bêtes très riches en protéines. Notre industrie, l'industrie de l'alimentation, représente plus de 50% de la pollution mondiale. Donc plus que les voitures, les avions, tout ça réuni. Alors moi je suis pas manichéen, hein, j'adore manger une côte de bœuf, j'adore manger un filet de poisson, j'adore manger de la volaille, voilà. J'ai pas du tout une approche manichéenne de la nourriture, mais vu la crise climatique qu'on est en train de traverser ou qui est en train de débuter, on va dire, je pense qu'il serait assez judicieux d'aller vers des plans B. Laurent Schneider rêve de convertir les Français à l'entomophagie, la consommation d'insectes. Pour séduire ses invités, il dresse des buffets aux notes exotiques. Et pour les rassurer, le chef met en place une stratégie de dégustation. On va commencer avec les premières recettes où les insectes vont être complètement invisibles. Et après, on arrivera aux criquets qui vous regardent droit dans les yeux avant de se faire boulotter. Et donc, il y aura une évolution au niveau du visuel pour les gens qui... Voilà, au fur et à mesure, ils verront les insectes apparaître devant eux et ça va leur permettre de juguler leur appréhension. Une association d'anciens élèves va découvrir 10 plats inédits et la texture inconnue de ces petites bestioles. Donc merci aux courageux comme vous d'avoir voulu participer à cette soirée ce soir. Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de la soirée. On va commencer à goûter toutes les recettes une par une. Donc voilà, le premier plat avec lequel on va commencer, c'est une tortilla au chipotle. Le chipotle, c'est un piment mexicain dans laquelle il y a des vers de farine et des grillons. Donc si vous voulez bien vous approcher par là, quel est le courageux? Quel est celui qui va montrer aux autres comment faire? Ouais, je pensais que c'était vous. Ouais. Donc les petites boules blanches sur les tortillas, c'est des perles de yuzu, hein, c'est pas des œufs ou des larves de quelque chose. Donc... Je vous en prie, approchez-vous, approchez-vous. Bon, pour ceux qui sont un peu timides, c'est moi qui vais m'approcher de vous. Monsieur. C'est très bon. C'est bon, vous pouvez y aller. C'est du grillon provençal, il est excellent. Ah ouais? Ouais. Il a un meilleur goût. Il a un meilleur goût. Ah, messieurs, dames, il y a peut-être un moment qui est un peu plus sympa. Car là, on commence à voir un peu les insectes. Donc là, vous avez une soupe de noix de coco. C'est une soupe de noix de coco thaïlandaise.
C'est bon. Le lait noix de coco, super bon. Ça pétille un peu dans la bouche. Je sais pas si je mangerai les insectes sur le côté là. Regarde. Mais c'est très bon. Non, c'est bon. Face aux réticences, Laurent avance ses arguments. J'aimerais vous parler de la ressemblance entre les insectes et les fruits de mer. Par exemple, essayez de visualiser dans votre tête une crevette grise et un grillon. Et là, vous apercevrez qu'il y a quand même d'énormes similarités entre les deux animaux. Si vous êtes allergique aux fruits de mer, vous le serez aussi aux insectes. Ah, c'est des belles bêtes, là. Ouais, c'est des belles bêtes. Là, on va laisser quelqu'un passer en premier. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de choper le criquet, lui enlever les ailes, le tremper dans le houmous et hop, le gober. Laurent, c'est toi qui montres le chemin, alors. Tiens. Ah, le plus gros. Voilà. Ah ouais, il est beau. Ah bah ouais, il est beau. Donc on fait comment? On enlève les ailes? Voilà, le mieux, c'est ça, vous le trempez et hop, c'est tout. Allez, c'est parti. C'est parti. Excellent. Allez. Non, ça passe, hein, honnêtement, ça passe. Non, honnêtement, ça passe. Petit à petit, les insectes s'invitent dans nos assiettes. Les chefs, mais aussi les éleveurs, les entreprises ou les chercheurs sont de plus en plus nombreux à parier sur leur pouvoir nutritif et gustatif. Cet éveil s'est produit en 2014, après la publication d'un rapport de la FAO, l'Organisation des Nations Unies, chargée de relever les défis de l'alimentation mondiale. Un scientifique en est l'auteur. Responsable du laboratoire de recherche sur l'entomophagie d'une grande université néerlandaise, il affirme que les insectes sont une solution pour nourrir l'humanité. Le rapport dresse un portrait global. Il parle de tous les aspects, des insectes comme alimentation, des bénéfices environnementaux. C'est pourquoi certains l'appellent la Bible. Tout y est. Quand on a publié le rapport, il a été téléchargé en 24 heures 2 millions de fois. Dans le monde entier, c'était un grand changement. Les gens se sont dit « Oh mon Dieu, c'est possible de manger des insectes ». Si vous réalisez que 80% de la surface de la Terre est occupée par le bétail et que jusqu'en 2050, la demande pour la viande va augmenter de 70%, on comprend que c'est impossible et qu'il faut une alternative pour les protéines. Les insectes permettraient de nourrir 10 milliards d'êtres humains à l'horizon 2050. Un tiers de l'humanité consomme déjà 2000 espèces. Mais en Europe, seuls le grillon, le criquet et le ver de farine sont élevés pour l'alimentation. Les plus grosses fermes se trouvent aux Pays-Bas. Cet éleveur fait partie des pionniers. Après la publication du rapport de la FAO, avec son frère, il a décidé de transformer l'entreprise familiale. Mon père a commencé il y a 30 ans avec cet élevage de poulets. Mon frère et moi, on voulait continuer l'élevage. On a cherché comment se développer et on a eu l'idée de produire des insectes. On y a vu l'avenir de l'agriculture. On veut contribuer au futur. On a beaucoup d'expérience ici dans l'élevage de poulets. Et on veut s'en servir pour rendre l'élevage d'insectes plus performant, plus efficace. Les deux frères ont convaincu leur père de se lancer dans la production d'insectes. Depuis 5 ans, il prend soin chaque jour des millions de grillons qui peuplent l'élevage. L'ambiance est tropicale. 37 degrés et 60% d'humidité. Des conditions idéales pour ces petites bêtes. On a plus de grillons que d'habitants dans notre pays. Chaque box contient 15 000 grillons qui parviennent à maturité au bout de 2 mois.
Les grillons sont habitués à vivre regroupés. Ils adorent être dans des espaces bondés, donc c'est un gros avantage. On peut faire ça ici, on peut faire des fermes verticales, sur des grandes hauteurs. C'est très pratique, et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace pour élever des grillons. Folkert a appris à décrypter leurs humeurs et leurs besoins. Là, vous voyez qu'ils courent partout, ils cherchent. Là, vous vous dites, ok, ils vont bien. Et là, vous voyez, ils cherchent, ils marchent partout, ils ont besoin d'eau. Donc on va leur donner un peu plus d'eau. Pour les hydrater, Folkert actionne un système de goutte à goutte. On recycle de l'eau de pluie. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, surtout si vous comparez au poulet, au porc ou au bœuf. 600 kilos de grillons sont produits dans cette ferme chaque semaine. Pour leur nourriture comme pour l'eau, ils sont très écolos. Aujourd'hui, des pommes de terre recyclées. Ce sont des déchets de l'industrie agroalimentaire. Par exemple, du son de blé ou du pain qui sont gâtés. Une combinaison de tout cela et on nourrit les grillons. C'est une économie circulaire. Pour réchauffer les grillons, les éleveurs ont investi dans des panneaux solaires. Leur ferme détonne dans le bocage local. Vous voyez les fermes autour? Là-bas, on a des vaches. Ils produisent du lait. En comparaison, nous sommes une ferme étrange ici, c'est clair. Au début, la plupart de nos voisins pensaient qu'on était fous. Ils sont un peu conventionnels. Ils font ce qu'ils ont toujours fait, ils n'imaginent pas de changement. Certains ont même pensé qu'on ne tiendrait pas longtemps. À la différence des fermes voisines, Albinsecta a une faible empreinte écologique. Pour produire 1 kg de bœuf, il faut 29 kg de nourriture et 112 litres d'eau. Pour produire 1 kg d'insectes, il faut 15 fois moins de nourriture et 5 fois moins d'eau. La production des petites bêtes nécessite également 10 fois moins de terres agricoles et dégage 6 fois moins de CO2. Finalement, on se comprend entre nous. Les voisins comprennent que c'est le futur, mais c'est le consommateur qui détermine ce que les fermes produisent. Je pense aussi que si la demande augmente et qu'il faut de nouvelles fermes pour satisfaire cette demande, alors les autres fermiers se lanceront dans l'élevage de grillons. Depuis sa création il y a 4 ans, ces fermiers du futur ont déjà convaincu une vingtaine de clients en Europe de transformer leurs grillons en alimentation. Une société française fait partie des ambassadeurs de cet élevage hollandais. Depuis 6 ans, elle propose de consommer ces grillons à l'apéro. Les petits orthoptères arrivent sous forme déshydratée et sont préparés selon des recettes originales. Alors ça, c'est une poudre qui est constituée d'une saveur en fait oignon fumé barbecue, qui va donner vraiment tout son goût au produit tel qu'on l'attend et en faire finalement un produit apéro qui aura une saveur quasiment de chips goût barbecue. Les grillons cuisent ensuite une trentaine de minutes à basse température. Alors là, les produits sont sortis du four, donc on va les goûter, histoire de s'assurer qu'on n'a pas eu de problème quelconque. C'est nickel. Ça croustille, on sent bien le goût du barbecue. Donc c'est prêt, on peut passer à l'étape suivante. Ce produit, c'est notre produit phare en fait. C'est un des premiers produits qu'on a développé il y a 5 ans maintenant et il marche très bien. Ces apéros ne sont pas seulement originaux, ils ont aussi un fort pouvoir nutritif. À quantité égale, les grillons contiennent 2 fois plus de protéines que le bœuf.
Là, on a une centaine de grillons à peu près pour 15 grammes. Et donc, ça fait l'équivalent d'environ 7,5 grammes de protéines. Un steak, c'est 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc là, évidemment, le ratio est beaucoup plus important en termes de protéines dans ces produits, puisqu'on a 50% versus à peu près 20-25% dans un steak haché. L'insecte est un produit d'avenir parce qu'il a cette protéine en quantité importante à des coûts en termes de ressources environnementales très faibles. Petit mais costaud. Même des grandes enseignes misent désormais sur les vertus des insectes. Ce jour-là, des grillons au piment de Cayenne sont empaquetés pour une marque emblématique. Cette production, elle est pour Nature et Découverte. On est sur plus de 10 000 boîtes à livrer. Donc on doit livrer ça à la fin du mois. On s'adresse à des épiceries fines, des grands magasins comme la Grande Épicerie de Paris par exemple, et également nos clients en direct avec notre site internet. Grillons, mais aussi criquets et vermolitors se déclinent en de multiples saveurs pour conquérir le grand public. On est sur un produit radicalement différent des produits qu'on a l'habitude de voir dans nos assiettes. Nous, on fait très souvent le parallèle avec les sushis qui ont mis une vingtaine d'années avant de s'installer dans notre paysage alimentaire français. Donc, on espère que les insectes iront un peu plus vite, mais évidemment, il faut laisser le temps à l'éducation de se faire. L'un des freins à l'envolée des insectes, leur prix. Un paquet d'apéros est vendu entre 5 et 8 euros. Le grillon n'est pas prêt de remplacer les cacahuètes ou de s'afficher sur toutes les cartes. Dans le centre-ville de Paris, le premier restaurant spécialisé a ouvert il y a 5 ans. Clément Cellier et son associé viennent faire connaissance avec son chef, un militant de la cuisine aux insectes. Merci beaucoup. Ça, c'est des cookies au verre de farine, noix de coco, chocolat au lait et cranberry. Ça sent super bon. Ils sont ultra parfumés. C'est très aéré. Ça se mange vite. Hein. Laurent Veillé commercialise toute une gamme de produits. Grillons, verres et criquets à cuisiner, bière aux insectes et pour l'apéro, des crackers et les boîtes apéritives des deux associés. Et du coup, les insectes entiers, qu'est-ce que ça donne en termes de vente? C'est un produit qui marche bien? Ça plaît beaucoup, oui. Ok. Pour tous ceux qui veulent se faire un peu pas des frayeurs, mais qui n'ont pas peur et qui se disent allez, je me lance. D'accord. Ça plaît bien. Hein. Puis c'est bien qu'on puisse les voir quand même par transparence sur un côté. Bien sûr. Depuis le début, en fait, on a souhaité se confronter pleinement à la problématique psychologique de manger des insectes. On nous a toujours dit, mais cacher l'insecte, surtout, c'est horrible, ça n'attire pas le consommateur, il faut le cacher. Donc nous, on a fait le pari, finalement, de garder l'insecte et de casser justement progressivement ces barrières en éduquant, en faisant la démonstration que le produit est bon, que le produit est sain. Notre but, c'est absolument pas de dire qu'il faut arrêter la consommation de viande pour la remplacer par celle d'insectes. C'est plutôt de se dire l'adage de nos grands-mères, de tout un peu, et de venir ouvrir en fait le bol alimentaire. Pour élargir nos goûts alimentaires, des grands chefs adaptent désormais les classiques de la cuisine française. Au château d'Écully, l'Institut Paul Bocuse forme des cuisiniers dans la tradition et l'excellence. Mais depuis peu, le laboratoire de recherche de ce temple de la gastronomie se lance aussi dans la création de recettes aux insectes. Est-ce que tu as un insecte, toi Léa, qui t'attire plus qu'un autre? Moi, je serais plus attirée par les petits. Ouais, ok. Par rapport, par exemple, à ça, où tout de suite, on a un truc beaucoup plus gros. On voit pas, tu vois, des yeux ou des pattes qui dépassent. Ouais, je trouve que ça... Le responsable du laboratoire vient de recevoir une sélection de bestioles venues de Thaïlande. T'es vraiment sur des grillons, des criquets ou des vers, mais aussi des scorpions ou des punaises d'eau géantes. Alors là, on est sur des fourmis, oui. De loin, on pourrait dire que c'est des épices ou des choses comme ça. On pourrait très bien finir le saupoudrer, une préparation comme du poivre, et justement, ça apporterait aussi un peu de couleur. Donc on peut tester, hein. Si...
Ça n'a pas vraiment de goût particulier et ça a une texture un peu de sable. Moi j'ai un goût un petit peu piquant en fin de bouche, mais c'est très léger. Hein. Alors moi je passerai, tu vois, là moi ça me plaît bien ça. Ça ? Ouais, donc ça on est sur des verres à soie. Hein. Je trouve qu'il y a un côté attirant, on est sur un côté luisant, c'est doré. Alors, tu vois, regarde, c'est pas mal, hein, et quand tu casses, t'as un côté très poudreux hein, à l'intérieur et j'ai l'impression que ça s'effrite bien, tu vois. Regarde, on peut très vite faire une sorte de poudre avec. Alors, c'est assez farineux, mais on a un côté un peu noisette, un peu cacahuète. Après réflexion, le chef opte pour une sélection de 4 insectes. La fourmi, le ver à soie, le grillon et le ver morillo. Pour une alimentation du quotidien, comment est-ce qu'on le mangerait? Avec quoi on l'associerait? Et est-ce que ça serait plus un condiment? Est-ce que ça serait mangé plus à l'intérieur d'une sauce? C'est vraiment d'essayer de chercher les typicités de chacun de ces nouveaux aliments et de ces nouvelles matières premières qu'on a, essayer de les mettre en valeur pour proposer aux consommateurs une nouvelle expérience culinaire gustative, mais sans forcément être dans l'exceptionnel, mais vraiment dans le plaisir de la consommation de l'insecte, comme il pourrait l'être, on l'imagine, dans une 50aine d'années. Pour commencer, le chef se lance dans un velouté au ver à soie. Donc là, je viens réchauffer ma préparation, mon velouté de chou-fleur. Hop. Donc là, dans mon velouté, ça, du côté un peu noiseté, ça peut être pas mal ça. Ce velouté traditionnel est saupoudré de ver à soie haché, puis d'un zeste de citron vert, et le tour est joué. Le cuisinier s'attaque à présent aux fourmis. La purée aux fourmis, ça me paraît une bonne idée, tu vois. On dirait des grains de moutarde. Hop, et allez, on va faire réchauffer tout ça. Tac. Est-ce que ça rebute? Pas tant que ça, je trouve. On va voir surtout au goût si on a le côté un peu poivré qui ressort et qui permet vraiment de mettre en valeur la fourmi en tant qu'assaisonnement. Pour le plat principal, les grillons entrent dans la danse. Je prends mes grillons, mon huile qui est chaude, hop. En fait, le grillon va devenir vraiment la base de la préparation, donc comme si c'était une viande. Et ça pourrait être une alternative, par exemple, on va dire, il y a une blanquette, un bœuf bourguignon qu'on accompagnerait d'une purée aux fourmis. Alors ça sent très fort, hein. On n'est pas déçu par l'odeur. Hein. Donc je viens intégrer mes carottes. Hop. Ce classique de la cuisine française revisitée est baptisé le bourguignon. Hello Julien. Salut Nicolas, tu vas bien? Bien toi? Ouais, super. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Ah bah plein de choses bonnes, tu vois. Quelle est la valeur nutritionnelle de ces nouveaux plats? Le diététicien de l'Institut Bocuse est chargé de l'évaluer. Alors, je t'ai fait... mes petites recherches, moi. Ah, super. Donc, je t'ai fait différentes préparations. Par exemple, là, j'ai fait une purée aux fourmis. Ok. Donc, tiens, Nicolas, hop, une première préparation qu'on peut goûter ensemble. Alors, j'en ai mis un peu, hein. C'est justement, j'en ai ramené un peu plus pour qu'on voit si on peut pas monter. Comme ça, si on monte on sent bien le fromage. On sent bien le fromage, ouais. J'ai mis un peu de Beaufort dedans. C'est assez neutre, non? Ouais. Bah, c'est pas mal, hein, parce que... Ça veut dire qu'on peut monter un peu. Ouais, parce que si tu veux qu'il y ait un vrai impact nutritionnel et que les fourmis jouent un rôle du point de vue de l'alimentation, il va falloir en mettre plus pour ajouter des protéines, justement. Ok, très bien. Bah, j'y vais alors. Ouais. Au niveau nutritionnel, les insectes ils vont nous apporter les mêmes protéines que l'ensemble des produits carnés, viande, volaille et même poissons, mollusques, crustacés. En termes de glucides, ils sont très faibles. Ils vont avoir des matières grasses, et principalement en matières grasses qui nous intéressent, c'est les matières grasses insaturées, oméga 3, oméga 6 notamment, dont on parle beaucoup. On va retrouver dans les insectes une vitamine qu'on ne trouve que dans les produits animaux, c'est la fameuse vitamine B12, dont certains végétariens ou véganes peuvent manquer. Avec 22 grammes d'insectes seulement, ce menu dispense déjà 13 grammes de protéines.
l'équivalent de la moitié d'un steak. En intégrant les insectes à des plats familiers, le cuisinier défricheur espère que les foyers finiront par les adopter. Je pense que ça peut marcher. Alors, faut le découvrir, ça c'est sûr. Une personne qui va ou consommer la première fois un insecte, forcément, ça sera un peu choquant, un peu rebutant. Mais en fait, ça devient comme un ingrédient comme un autre. Ça peut être une épice, ça peut être une matière première de base avec lesquelles on va faire des recettes. Et je trouve qu'il y a du potentiel pour des premiers tests. Nous, on a du travail à faire pour essayer de s'approprier l'insecte. C'était un premier essai. Mais justement, on va voir jusqu'à où on peut le pousser. Et bon appétit, bien sûr. Peu à peu, les insectes révèlent des ressources insoupçonnées. L'État français a même lancé un programme pour renforcer leur pouvoir nutritionnel. Depuis 2 ans, ce scientifique de l'INRAE les soumet à des régimes alimentaires particuliers. J'ai récemment développé un projet pour savoir si les insectes ne pourraient pas être des sources intéressantes de vitamines et de micronutriments. Les insectes, j'y crois fortement, c'est vraiment l'alimentation du futur. Ce matin, ce chercheur en nutrition va découvrir le résultat de ses dernières expérimentations sur une variété particulière, les mouches soldats noirs. Il en a confié l'élevage à une société spécialisée. Bonjour Damien, bonjour Benjamin, vous allez bien? Les bestioles aussi? Ah, effectivement. C'est meilleur ici. L'atmosphère, combien de degrés ici, Damien? On est environ à 32 degrés. 32 degrés. 65% d'humidité. On sent la chaleur, oui, tropicale. Ce spécialiste de l'agronomie tropicale dirige les expérimentations. Voilà. Alors voilà, la fameuse. Ah oui, la fameuse. Elle est très calme. Hein, donc là, c'est un mâle. Originaire d'Amérique du Sud, cette drosophile est peu consommée dans le monde. Mais pour la recherche, elle a de nombreux avantages. C'est une mouche qui est résistante à beaucoup de maladies, elle est très rustique, elle est capable de s'alimenter sur différents supports végétaux. C'est-à-dire qu'on peut lui donner toutes sortes de, ce qu'on appelle nous des substrats, vulgairement, mais donc ce sont des déchets que l'on retrouve soit dans l'industrie agroalimentaire, soit produits par l'agriculture, et que la mouche soldat est capable, elle, de consommer. En juin dernier, Patrick Borel a démontré qu'en consommant des épluchures de carottes ou de citrouilles, la mouche accumule de la vitamine A. Et surprise, nous l'assimilons mieux en mangeant ces mouches plutôt qu'en consommant des fruits et légumes. En fonction de leur alimentation, les mouches ont donc le pouvoir de nous transmettre plus de vitamines. Aujourd'hui, c'est une étude sur la lutéine. Alors la lutéine, c'est une molécule qui s'accumule dans l'œil chez l'homme. On la retrouve au fond de l'œil, sur la rétine. Et elle participe certainement à la protection de la rétine vis-à-vis d'une pathologie qui s'appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et donc, on a comme projet de voir si la larve de mouche soldat noir est capable d'accumuler la lutéine. Ah, enfin, voilà nos petites bestioles. Donc, voilà. Expérimentation sur la lutéine. Ici, on a quoi déjà? Donc le chou vert. Le chou vert, ouais. Ici. Et ici, donc le persil. Hein. Ça fait combien de jours que tu leur as donné? Ça fait une semaine. Une semaine, d'accord. Sur le persil, ça a très bien marché. Elles ont aussi, adoré le persil. Ouais. Donc on a des larves bien grosses. Parfait. Et donc là, par contre, c'est assez surprenant. Sur le chou vert, il y a eu très peu de développement larvaire. Hein. La matière a séché. Il n'était peut-être pas assez broyé, effectivement. Il faudrait en faire une purée peut-être plus fine. Et là, tu peux nous montrer, voir s'il y a quelques larves, Carmel? Alors tu vois là, oui, j'en vois. Tu vois la différence? Oui, j'en vois. Hein, c'est quand même dingue. Hein. Ils sont minuscules. L'expérience est menée sur plusieurs variétés de choux. Les larves de mouches seront ensuite analysées dans le laboratoire du chercheur à Marseille. Dans un petit mois environ, on aura le résultat. On va pouvoir comparer la concentration de lutéine dans chacune des larves et dire, ben tiens, avec le persil, ça a mieux accumulé qu'avec le chou. On va pouvoir classer les différents légumes
et voir quelle concentration de lutéine, surtout, on peut obtenir dans les larves. On peut imaginer des farines ou des huiles issues de ces larves de mouches soldats qui seront incorporées dans des aliments à destination de la nutrition humaine. La farine d'insectes pourrait bien être, dans le futur, bénéfique pour notre santé. Aujourd'hui, elle entre déjà dans la composition de l'un des aliments les plus consommés en Europe, les pâtes. Il y a 7 ans, 2 sœurs se sont lancées dans la fabrication de pâtes bio aux insectes. Provenant d'un élevage local, les vermolitores déshydratés sont broyés en farine, puis mélangés avec des œufs et de l'eau. C'est tout simple. Tu mets les ingrédients et tu mélanges. La raison première pour laquelle on est fabricante de pâtes, c'est pour pouvoir amener cette ressource durable à table et espérer qu'un jour ce soit mieux ancré dans des habitudes alimentaires pour que les gens puissent s'éveiller à autre chose et les adopter chez eux, quoi. Les pâtes des frangines contiennent 10% de farine d'insectes. Dans 100 g de pâte al dente, on va en fait avoir un équivalent en termes de quantité et de qualité de plus ou moins 75 g de bœuf. Donc c'est vrai que c'est une pâte qui amène à satiété plus rapidement. C'est un goût qui est assez doux, assez rond. Les gens, parfois, ils ont peur du goût des insectes. On dit le mot insecte et donc, du coup, ça pue et c'est mauvais. C'est bizarre, hein? Et puis, c'est sale. Alors que pas du tout. C'est comme un élevage d'escargots, mais c'est encore plus petit. Dans cette entreprise artisanale, les sœurs travaillent en flux tendu, au gré des commandes. Voilà les fusillis et les tomates, le reste des tomates. Elles alimentent 250 points de vente, essentiellement des supermarchés et des épiceries bio en Belgique et en France. Oh, j'ai soif. Tine, santé. Pour ces pionnières des pâtes aux insectes, l'aventure a démarré en 2014 par un voyage au Bénin. Géraldine est alors travailleuse humanitaire dans un orphelinat. C'était les grillons des termites et des gros vers. Et c'est ça la termitière. Le nom des vers. Et la termitière, oui, c'est ça. Donc là, ils en fument la termitière. Donc là, tu vois les petites termites. Oui, tout à fait. Donc ça fait comme du popcorn fumé. J'étais invitée dans les familles où on m'a préparé différents plats. Et c'est vrai que la première fois où j'ai reçu ce plat de sauce tomate, oignons et chenilles, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? D'ailleurs, tous les enfants me regardaient avec un beau grand sourire en disant, est-ce qu'elle va manger? Et finalement, j'ai goûté et j'ai trouvé ça vraiment très bon. De retour en Belgique, Géraldine convainc sa sœur de se lancer dans la fabrication de recettes aux insectes. On a pris le pilon de la cuisine, on les a écrasés, ils étaient séchés, on les a écrasés. On s'est dit, oh, ça fait comme de la farine, qu'est-ce qu'on en ferait bien? Puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on mange tous les jours? La pâte! Et facilement tous les jours. Pour nous, la ressource des insectes comestibles, c'est vraiment l'alternative aux viandes d'élevage intensif. De la protéine de qualité équivalente aux viandes, on en trouve dans l'élevage des insectes. Et ça coûte moins, en consommation d'énergie, de ressources alimentaires, de temps, de soins des animaux, beaucoup moins cher à la planète. Il n'y a pas besoin de l'intensif. Prendre son bâton de pèlerin pour démocratiser les insectes comestibles, c'est ce que fait Sophie régulièrement. Comme dans cette épicerie, à l'occasion de la semaine du bio. Voilà, le kit est prêt et on est rodé. Dans 3 minutes, elles sont cuites. Ténébrion. Qu'est-ce que c'est que ce monde-là bizarre? Ah ben non, c'est pas bizarre. Ténébrion, c'est un petit verre de farine, donc c'est de la famille des insectes comestibles. Donc vous avez un apport de protéines. Oh là là. Vous voyez? Oui. On goûte pas les insectes. Mais qu'est-ce que ça goûte, les insectes? C'est la bonne question. Et ça coûte combien? Alors, vous allez les trouver en vrac au prix de 29,90 € le kilo. 29,90 € oui. le kilo.
dans la mesure où dans la pâte, c'est un 2 en 1, vous trouvez le sucre lent de la pâte et l'apport de protéines de la viande. Donc vous achetez une alternative aux viandes et aux poissons. Ah oui. Mais 3 € les 100 grammes, plus plein de légumes, je pense qu'on arrive aux alentours de 5 € l'assiette. Merci beaucoup. Eh ben, merci d'avoir goûté, c'est super. Et c'est quelque part dans les... Je vais vous montrer, en fait les vracs sont là le long de la fenêtre. Près de 30 € le kilo pour ces mafaldines aux insectes, contre 3 € en moyenne pour les pâtes classiques vendues dans cette épicerie. Le prix semble élevé, mais ne rebute pas certains clients. Le goût est bon, et puis les insectes, je sais que c'est quand même les protéines du futur. Oui, c'est cher, mais... Moi, je mets souvent des petits lardons fumés dedans, donc je pense que ça va être fort équivalent, quoi. Validées par les carnivores, ces protéines alternatives intéressent aussi les végétariens. Comme cette adolescente, dont la mère redoute qu'elle ne souffre de carence. Le ténébrion, c'est le cousin des crustacés. Et au niveau du bien-être animal, c'est peut-être ça que je voulais dire, c'est que les arthropodes n'ont pas de système nerveux central, donc ils ne ressentent pas de douleur, si c'est ça qui vous préoccupe dans les élevages. Je ne sais pas si c'est une saveur qui vous plaît. Si, j'aime encore. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir dépassé vos freins, parce que je sais que c'est pas toujours évident, donc c'est super chouette, vraiment, merci beaucoup. Les clients aisés de cette épicerie sont réceptifs au message de Sophie. Mais pour les ménages aux revenus modestes, il existe un moyen plus économique de consommer des insectes. À quelques kilomètres de là, un particulier s'est lancé dans leur production. Ces vers proviennent de mon élevage, ici juste à côté. C'est des vers de farine. Et elles en raffolent. Je crois qu'il y a l'autre qui est jalouse. Élever des vers de farine, une solution économique pour consommer des protéines toute l'année. Dans cette cabane, Laurent Braquet a installé une dizaine de boîtes plongées dans l'obscurité. Voilà. Je vais les nourrir, donc avec des carottes, donc deux fois par semaine, simplement pour leur apporter un peu d'humidité, puisque donc ils sont dans un substrat à base de son de blé. Moi, je nourris exclusivement avec des fruits et légumes bio, donc de mon jardin principalement, et hors saison, surtout en hiver, donc c'est plutôt des carottes, donc je leur donne, sinon c'est des courgettes, des pommes, des poires, ils adorent. Je peux vous montrer, si vous voulez, des petits bébés ici qui ont même pas un mois. Vous allez voir les minuscules larves, si vous voulez, oui, ils sont tout petits. Il y en a beaucoup. Oui, toujours quelques milliers par bac, oui. Et alors, au fait, il faut savoir qu'ils muent 22 fois. Le plus contraignant, c'est le tri. Donc c'est vrai qu'il faut venir prélever donc, dans chaque bac un peu les nymphes pour les isoler, pour pouvoir perpétuer l'élevage. En 6 mois, le ténébrion meunier ne cesse de se transformer, du stade de larve à celui de nymphe, puis de coléoptère capable de se reproduire. Arrivés à maturité, les vers sont prélevés puis congelés. Mon objectif ici, c'est vraiment d'essayer de tendre vers un maximum d'autonomie alimentaire. D'où donc les poules, ici les vers de farine, parce que c'est vrai qu'au niveau protéines, donc on a difficile de produire en tout cas soi-même donc des protéines animales, donc des végétales, on peut faire un bon petit jardin, mais des protéines animales, voilà, donc je vais trouver cette piste-là. Laurent a décidé de partager son petit élevage écologique. Depuis 3 ans, il commercialise des kits qu'il expédie en Belgique, au Luxembourg ou en France. Voilà, donc je vais mettre les vers dans la boîte ici. Ils n'ont pas besoin de substrat puisque ce sera le client qui va le placer lui-même. Donc je referme la boîte en leur laissant, ils ont assez d'oxygène de toute façon pour rester ici pendant une bonne semaine sans aucun problème. Alors, hop. J'étais vraiment étonné quand j'ai lancé l'activité. J'ai eu pas mal de personnes intéressées. J'ai eu 1 à 2 commandes par semaine. Voilà, donc c'est amplement suffisant donc, vu la taille de mon élevage. Mon objectif étant simplement voilà, de partager un petit peu ma passion et de donner l'envie à d'autres de se lancer.
les moustiquaires. Pour 39 €, chacun peut devenir éleveur de vers de farine. Et voilà. En Bourgogne, au milieu des vignes, une famille s'est lancée dans l'aventure. Mais laisse-les, Candice. T'arrives pas à lui prendre? Non, il cherche pas à lui prendre. Ah oui, c'est juste qu'il fait un Mais jouer avec lui. Il y a 6 mois, Christelle, Christophe et leurs 3 enfants ont reçu un kit d'élevage expédié par Laurent. Justin, 13 ans, trie et nourrit tous les 2 jours ses petites bêtes. Il est devenu un expert en vers. Oh, il y a des nymphes. On peut tout leur donner, je pense. Je leur donne principalement des pommes. Il en reste pas mal quand même. Hein. Bah, ceux-là, c'est le futur ténébrion. Et ceux-là? Ceux-là, c'est ceux qui restent pour la récolte. Tiens, regarde, là, ça y est, ils commencent à venir manger immédiatement. Ah, grave, tu les vois, ça grouille de partout. Là. Là, ils sont tous sur la pomme, en fait. Ils viennent. Vas-y, mais il faut reposer après, parce que sinon... Oui, chef. C'est plutôt facile. Il faut les trier. On sépare les vers, les nymphes et les ténébrions. On les fait se reproduire. Et puis après, on peut les manger. Aujourd'hui, la famille cuisine sa première génération de ténébrions. Il faut les laisser 3 minutes dans l'eau bouillante. On n'a pas tout récolté en même temps, c'était pas possible, il n'y en avait pas assez. Donc au fur et à mesure, on les a récoltés, on les a congelés pour pouvoir les tuer et les garder. Et une fois qu'ils étaient tout finis, voilà, c'est la fin. Et ça représente une petite quantité quand même. Hein. Alors là, on a prévu de faire des tortillas de truite fumée avec des petits vers et des nems de légumes avec des petits vers. C'est des recettes que j'ai trouvées sur Internet, mais c'est compliqué à retrouver. T'en trouves pas énormément. Alors attends, t'allumes la poêle, Justin, s'il te plaît? Faut pas les mettre trop fort, que ça les brûle pas. Ça commence à sauter? Ouais. C'est rigolo parce que t'as l'impression qu'ils bougent encore, qu'ils sont encore vivants. C'est trop bon. C'est bon. Super. On est 50 grammes. La prochaine fois, on en aura sûrement plus parce que il y aura plus, ils seront développés, donc on aura plus de quantité. Mais non, 50 grammes, on est content pour une première récolte, c'est bien. Je te laisse les rouler, Candice? Oui. Bah oui, faut pas te faire ta recette jusqu'au bout. Je le roule comme ça. Hein. Ouais, mais il faut bien le serrer. C'est bon, j'ai fini, maman. Ah, ben voilà. Cadeau. Alors moi, je vais essayer de faire mes rouleaux de printemps aux légumes. Alors, j'ai carottes, poivrons, basilic, menthe, de la sauce nem et les petits insectes. J'expérimente totalement. La preuve, c'est que ça casse de partout. Eh ben, le goût sera là quand même. Eh ben, c'est tout bon. On va pouvoir déguster. Ça n'a pas l'air mauvais. Bon appétit, Et maman. bon appétit. Bon appétit. T'en veux? Candice, qui donne ton verre? Juju, C'est bon. c'est bon, hein? Maman, Non, c'est vraiment super bon. moi aussi, j'avais pas vu qu'il y avait des verres dedans. Bah oui, ça se voit pas. En tout cas, bravo Juju. Parce que sans toi, sinon, voilà. On n'aurait pas tout ça. Voilà, on est bien occupé. Les vers de farine vont désormais entrer dans l'alimentation de cette famille, soucieuse de limiter son impact environnemental. On a envie de pouvoir regarder nos enfants en leur disant, bah voilà, aujourd'hui c'est peut-être pas foutu, et puis on essaye des choses au moins, quoi, plutôt que de se dire ouais c'est terminé, et puis on va manger de la viande comme tout le monde, on en mange encore, c'est pas le souci. C'est dans la continuité de notre démarche totalement. Ouais. Concrètement, on essaye de réduire nos déchets, on essaye de limiter le jetable, on n'a plus de sopalin, on n'a plus de mouchoirs jetables, on n'a plus tout ça. Ouais, les verres c'est la suite de tout ça et c'est une alternative, oui, ça c'est sûr. Voilà.
L'alimentation aux insectes ne convainc pas seulement des écolos, des chefs avant-gardistes ou des entrepreneurs visionnaires. Dans le monde entier, des investisseurs misent sur leur prolifération. Parmi eux, l'une des stars d'Hollywood, qui promeut leur commercialisation dans les talk-shows américains. C'est quoi ça? C'est une farine d'insectes, de la top protéine qui vient du ver Molitor. Elle est fabriquée par la société Insect. Insect est une société française. En 2020, son fondateur a convaincu l'acteur Robert Downey Jr. de devenir actionnaire de son projet futuriste. C'est lors d'un de mes derniers voyages à Los Angeles, dans l'événement annuel d'un de nos actionnaires qui s'appelle Upfront, qu'on a pu rencontrer son équipe et qui a beaucoup apprécié effectivement ce qu'on faisait et qui était très intéressé. En discutant après avec Robert Downey, ils ont décidé d'investir, de participer au dernier tour de table. Dans les Avengers, dans Iron Man, il est le milliardaire qui investit dans des nouvelles technologies. Donc c'est peut-être effectivement la réalité qui dépasse la fiction aujourd'hui. Insect, c'est l'histoire d'un ingénieur agronome qui rêve de sauver la planète. Avec 3 autres copains, il milite dans des associations environnementales avant de découvrir le formidable pouvoir des insectes. Créée en 2011, l'ascension de leur société est fulgurante. Elle décroche le prix MIT qui récompense les projets scientifiques les plus novateurs dans le monde. Grâce à une levée de fonds de 400 millions de dollars, les 4 copains ont bâti la plus grande ferme d'insectes de la planète. On est vraiment dans le cœur du réacteur, entre guillemets. Au fond, on voit le magasin grande hauteur, ce qu'on appelle la ferme verticale, où vivent nos insectes, sur près de 20 mètres de haut, dans une température et humidité contrôlée. Et tous les jours, toutes les heures, des palettes, donc c'est-à-dire un groupe, une population d'insectes est amenée ici par cet automate et transporté jusqu'à un endroit où il est nourri ou un autre endroit où on va le récolter. Voilà, toutes les opérations dans une ferme classique sont faites de manière automatique. Et nos collègues ici, comme Henri, vérifient que tout se passe bien. Avec 300 brevets déposés dans le monde, cette usine est un concentré de technologie. Chaque jour, ces robots manipulent 80 000 bacs de ver Molitor. On va aller dans la ferme verticale. Et donc, comme il y a un automate, un robot qui se déplace rapidement, on arrête tout, on sécurise pour rentrer à l'intérieur. Merci, allons-y. Voilà, on a ce qu'on appelle un transstocker, qui est comme un train qui se déplace en hauteur pour aller chercher des palettes jusqu'à là-haut et qui redescend et qui les amène après pour les nourrir vers la droite. Donc on voit ici quelques larves là, qui sont en train de grandir. Elles sont pas loin d'être transformées, celles-là. Elles sont, oui, celles-là, bon, elles sont encore une semaine. Effectivement, elles seront mûres, elles sont grandes. C'est les adultes, les petits scarabées qui sont en train de pondre. Nous ici, voilà. C'est un concept qui n'est pas nouveau. Dans d'autres pays, un certain nombre d'entreprises développent des fermes verticales avec des tomates, avec des salades. On sait qu'on doit augmenter de plus de 70% la production mondiale d'agricole et qu'il n'y a que 5% de terres arables supplémentaires. Donc on est quand même très tendu, il faut en faire plus avec moins. Et là, on arrive à être 100 fois plus effectivement productif par mètre carré qu'un élevage de volailles, par exemple, ou un élevage de porc. Tous les ans, l'usine produit 1000 tonnes de farine destinée pour le moment à l'alimentation animale. Mais voilà le produit fini qu'on a dans les sacs à côté. C'est cette poudre claire, voilà. Et à l'intérieur, c'est beaucoup de protéines, plus de 70% de protéines dans la composition de cet ingrédient, qui est donc commercialisé chez les producteurs d'aliments pour saumon, truite, bar, dorade européens, et les producteurs d'aliments pour chiens et chats. Et bientôt pour l'homme alors? Et bientôt pour l'homme, effectivement, sur ce site-là, d'ici une grosse année, on devrait être capable d'avoir un extrait similaire à ce produit-là qui sera adapté pour la nutrition humaine, pour faire des produits comme des bars énergétiques ou des boissons énergétiques. Dans les laboratoires de la société, les recettes de ces aliments du futur sont en cours d'élaboration.
Des spécialistes de la nutrition recherchent la meilleure formule pour ces bars aux farines d'insectes. Et enfin, l'ingrédient phare. La grande majorité des bars enrichis en protéines sont enrichis avec des protéines de lait. C'est la grosse différence. Les autres protéines alternatives aux protéines de lait, c'est des protéines végétales de type soja. Là, c'est une autre alternative qui en fait a l'avantage d'être riche en acides aminés essentiels, donc c'est les constituants principaux des protéines, et qui nutritionnellement sont très intéressants puisque c'est la couvre l'ensemble des besoins en protéines des humains. Au-delà du côté nutritionnel, on regarde s'il n'y a pas des effets positifs sur la santé. On l'a démontré, des effets bénéfiques sur la santé des animaux, des poissons, des chiens, des chats. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des effets aussi bénéfiques pour la santé de l'homme? Donc on a travaillé sur des souris en surpoids qui étaient soit nourries avec des protéines laitières, soit nourries avec notre protéine de Scarabée molitor. Et à la fin, on a observé, après un certain temps, qu'il y avait une réduction importante, très significative, du taux de cholestérol dans le foie des souris nourries avec notre protéine par rapport à des protéines laitières. Donc c'est ça qui permettrait demain peut-être de développer des voies de traitement, de prévention en tout cas, des taux de cholestérol importants chez certains individus. On est à la préhistoire de ce qu'on peut faire sur les insectes, complètement. Ah non, c'est ça qui est fascinant. Écologie, alimentation, nutrition, santé, les petites bêtes recèlent encore bien des secrets et n'ont pas fini de nous livrer leurs recettes du futur.